Le président de la République arrive à Dakar pour assister aux festivités commémoratives du 65e anniversaire de l'indépendance nationale du Sénégal. Le Conseil des ministres prend acte de la communication présentée par le ministre de l'Économie et des Finances relative au programme prioritaire de généralisation de l'accès aux services nécessaires au développement local. Notre pays et la Chine signent un accord de coopération économique et technique d'environ 1,1 milliard MRU destiné au financement des projets de développement. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et sa délégation sont arrivés ce soir à Dakar, la capitale sénégalaise, pour assister aux festivités commémoratives du 65e anniversaire de l'indépendance nationale du Sénégal. Le président de la République a été salué à sa descente d'avion par son homologue Bassirou Diomaye Faye, entouré de plusieurs personnalités de l'État, étaient également présents à l'accueil du chef de l'État, les membres de la délégation diplomatique de notre pays à Dakar. Le chef de l'État a quitté la capitale en fin d'après-midi, suite saluée à son départ de l'aéroport international Tounsi par le Premier ministre Mokhtar Ould Jai, entouré de certains membres du gouvernement et d'autres personnalités. Le président de la République est accompagné par le ministre chargé du cabinet de la présidence de la République ainsi que des conseillers à la présidence de la République. Je vous le disais dans le titre, le ministre de l'Économie et des Finances, Sid Ahmed Ould Bou, a présenté hier devant le Conseil des ministres une communication relative au programme prioritaire de généralisation de l'accès aux services nécessaires au développement local. Ce programme, élaboré sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, conformément à son programme électoral Mon ambition pour la patrie et pour lequel un budget
des 26 milliards ont été alloués s'inscrit dans le cadre de la création d'une dynamique de transformation économique et sociale sans précédent pour faire face aux problèmes structurels qui entravent le processus de développement du pays, pour améliorer l'efficacité des services fournis aux citoyens dans toutes les wilayas du pays et pour créer un environnement propice au développement en valorisant et en exploitant nos capacités dans les secteurs dans lesquels nous bénéficions d'avantages comparatifs. Il comprend différents volets portant sur le renforcement des infrastructures pédagogiques, l'amélioration de la couverture sanitaire, l'accès à l'eau potable, le renforcement de l'accès à l'électricité, l'accélération du désenclavement des régions, l'appui aux activités productives et enfin l'autonomisation et l'insertion des jeunes pour lutter contre le chômage et l'exode rural et l'appui aux associations des jeunes. Je ne vous en dirai pas plus puisque j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau le ministre de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Oulbou, qui va nous donner davantage d'informations et chiffres à l'appui des réalisations programmées dans les différents volets de ce programme. J'en viens à vous, M. le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Alors, j'en viens à vous, M. le ministre, c'est un paquet d'actions que pas moins de 7 départements entreprendront dans le cadre de ce programme durant la période 2025-2026 et 2026-2027. D'abord, Monsieur le ministre, ce programme s'inspire-t-il des conclusions des missions ministérielles déployées récemment, comme nous l'avons vu, à l'intérieur du pays pour évaluer les besoins de chaque wilaya? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Nabi al-Karim. D'abord, merci beaucoup et merci à Mauritania pour m'avoir invité et pour m'avoir donné l'opportunité de parler aux Mauritaniens de ce programme ambitieux, intitulé Programme prioritaire de généralisation de l'accès aux services nécessaires au développement local. Donc, pour situer un peu ce programme dans son contexte, il faut revenir un petit peu en arrière. Et comme vous vous rappelez très bien, l'année passée, lors de l'élection présidentielle, son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a sillonné le pays en long et en large et a entrepris une série de contacts avec nos populations dans toutes les wilayas du pays. Au cours de ces rencontres, son Excellence a écouté attentivement les doléances formulées par les populations locales et qui ont trait avec les conditions défavorables que vivent nos populations à l'intérieur du pays. Alors, l'accès difficile aux services de base au niveau de nos wilayas rend parfois impossible tout effort d'imaginer une dynamique de développement. Il a été donc décidé, suite à son investiture et à la mise en place du gouvernement, son Excellence a instruit le gouvernement à formuler le plus rapidement possible une nouvelle approche innovante en matière de programmation économique. Il n'est pas concevable qu'on continue toujours sur le même chemin, en concevant des projets au niveau central et en essayant de les déployer, en les imposant à des populations qui n'ont jamais été écoutées, qui n'ont jamais été impliquées dans l'élaboration, l'imagination de ces projets. Alors, cette nouvelle approche consiste essentiellement à donner la possibilité aux populations locales d'identifier leurs besoins, en fait d'exprimer leurs besoins, d'identifier les projets à même de répondre efficacement à ces besoins. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement, animé par son Excellence Monsieur le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye, a reçu l'instruction de son Excellence le Président de la République de missionner des délégations à l'intérieur du pays. Ces délégations, qui ont été dirigées par certains de mes collègues, ont visité toutes les wilayas du pays, ont repris le processus d'écoute et d'implication active de nos acteurs locaux. Et au retour à Nouakchott, ces missions ont rendu leurs rapports. Et ces rapports ont permis d'identifier un programme cohérent qui assure une réponse efficace aux problèmes posés par les populations locales. Donc ça, c'était le contexte. Alors maintenant, par rapport aux objectifs, je l'ai dit tantôt, c'est amorcer une dynamique de développement au niveau local
permettre aux populations d'être partie prenante dans les projets qui vont façonner leur mode de vie, apporter des réponses efficaces et efficientes aux problèmes dont souffrent nos populations, que ce soit au niveau de l'accès à l'eau potable, la couverture sanitaire, le désenclavement, les classes d'école, l'agriculture, les problèmes posés par notre jeunesse. Et vous savez très bien la place qu'occupe la jeunesse dans la vision de son Excellence Président de la République et dans tout effort conscient de développement au niveau national. Donc, très important de mentionner le fait que ce programme va être déployé parallèlement avec la vision nationale. Donc, ce n'est pas une substitution à la vision programmatique nationale, mais c'est un clin d'œil, c'est un intérêt porté aux problèmes posés par les populations locales. Et donc, son Excellence Président de la République est déterminé, plus que jamais, à rompre une bonne fois pour toutes avec les problèmes que rencontrent nos populations au niveau des régions. Il n'y a aucune raison à ce que les gens soient amenés à pousser à quitter leur terroir, tout simplement parce que leurs enfants n'ont pas accès à des classes d'école ou quand ils sont malades, ils ne peuvent pas avoir accès à des structures sanitaires appropriées. Donc, ceci étant dit, il y a aussi une autre dimension, non moins importante, c'est la dimension économique et la dimension sociale. Comme vous le savez très bien, nos wilayas regorgent de potentiel, que ce soit en matière d'agriculture, d'élevage, d'autres ressources à valoriser. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'intégrer ces potentiels dans les circuits économiques et d'assurer un impact positif sur nos populations. Pourquoi? Parce que tout simplement, les tissus infrastructurels existants ne permettent pas un ancrage de ces activités dans les tissus économiques et dans la vision économique d'ensemble. Alors, l'enveloppe globale financière qui a été allouée à ce programme est de l'ordre de 26 milliards MRU, soit l'équivalent de 260 milliards anciens Ouguiya. C'est gigantesque en termes d'impact financier. Et surtout quand on sait que ce programme va être exécuté sur une durée ne dépassant pas 30 mois. Donc la dernière composante ou les derniers ouvrages ou les derniers projets dans le cadre des différentes composantes de ce programme, et on va revenir tout à l'heure aux composantes, leurs travaux vont être réceptionnés fin décembre 2027. Son Excellence le Président de la République donnera le coup d'envoi de ce programme vers la fin du mois de mai prochain. Alors, s'agissant des composantes, le programme a été structuré autour de 8 composantes. La première composante est la composante éducation, la composante santé et la composante accès à l'eau potable et la composante électricité. Ces 4 composantes consomment à elles seules plus de 200 milliards d'anciens Ouguiya du budget global du programme. Arrivera par la suite les composantes de l'agriculture, de l'élevage, du désenclavement et de la jeunesse. Donc, il n'y a pas une thématique qui a été oubliée. Il n'y a pas un secteur qui ne connaîtra pas des interventions phares au niveau dans le cadre de ce programme. L'autre originalité de ce programme, c'est sa répartition spatiale. Il couvre 11 wilayas. Pourquoi 11 wilayas? Parce que les 3 wilayas de Nouakchott ont été déjà couvertes par un programme monté et lancé il y a 3 mois par son Excellence Président de la République. Donc c'est un programme de développement de Nouakchott. La wilaya de Dakhlet Nouadhibou, la capitale économique, connaîtra son propre programme et il est en cours d'élaboration et il sera lancé incessamment. Donc restent les 11 wilayas et dans les 11 wilayas et dans toutes les communes constituant ces wilayas et les muqata'a, il n'y aura pas une seule commune qui ne recevra pas son lot et sa part de projets et de réalisation dans le cadre de ce programme. C'est un énorme challenge, c'est une nouvelle vision, c'est une opportunité et c'est un rendez-vous avec l'histoire parce qu'il est grand temps qu'on rompe définitivement avec le sous-développement. Le sous-développement n'est pas une fatalité, il est là quand on l'accepte, on ne l'accepte pas aujourd'hui, il y a une volonté politique ferme et indéniable de son Excellence Président de la République et il y a un gouvernement investi de tous les pouvoirs de s'attaquer aux origines de ce mal, en l'occurrence le sous-développement, et il n'y a aucune raison à ce que les choses ne changent pas. Donc on est en train de faire bouger les lignes sur ce front-là de lutte contre justement, le sous-développement. L'un des objectifs majeurs du Président de la République est justement la réalisation de la souveraineté alimentaire. Oui. Alors quelles sont les actions envisagées dans ce cadre en général et pour les agriculteurs ou les producteurs en particulier?
Question pertinente. Alors, si vous vous rappelez très bien l'annonce de la constitution du gouvernement le mois d'août dernier, de l'année passée, la nouvelle configuration du gouvernement porte en son sein un département dénommé ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas réaliser, développer ou atteindre l'objectif de souveraineté alimentaire si on ne s'occupe pas de l'agriculture. Ceci étant dit, on a un énorme potentiel au niveau de l'agriculture. Mais ce potentiel est largement sous-exploité. C'est dû à plusieurs facteurs. C'est dû à la difficulté d'accéder à l'énergie, l'électricité. C'est dû à l'absence d'infrastructures appropriées, les barrages, les digues, les diguettes. C'est dû au recours à des techniques d'irrigation primitives, ou en tout cas qui ne permettent pas l'épanouissement d'une agriculture de masse. Et c'est dû surtout au désenclavement des sites de production. Il y a aujourd'hui un énorme potentiel en culture maraîchère, mais si les sites de production ne sont pas connectés avec le réseau routier, ces productions risquent de ne pas pouvoir être valorisées. Donc, c'est dans ce cadre qu'il a été identifié un certain nombre, un package d'infrastructures dans le cadre de ce programme. On peut mentionner, à titre d'exemple, 33 barrages construits, qui vont être construits, 11 barrages qui vont être réhabilités, beaucoup de périmètres maraîchers qui vont être aménagés et équipés, un énorme travail en termes de formation, de vulgarisation et d'accompagnement des jeunes agriculteurs. Et je pense que l'espoir est là et la volonté, bien sûr, je l'ai mentionné déjà. Il n'y a aucune raison à ce qu'on continue à ne pas atteindre nos objectifs en matière de souveraineté alimentaire. Et qui dit souveraineté alimentaire dit souveraineté nationale. Parce qu'on ne peut pas être souverain quand on continue à importer nos besoins, ou la plupart de nos besoins, en matière de denrées alimentaires de première nécessité. Justement, revenons-en au budget que vous avez énoncé, les 26 millions qui ont été alloués. Milliards, voilà. Autant pour moi. Alors, vous avez indiqué dans votre communication que 8 milliards de ces 26, justement, ces programmes sont déjà en cours. C'est-à-dire que le programme a été entamé dans quel volet exactement, Monsieur le ministre? Très bien. Alors, il y a 8 milliards de projets en cours, il y a 11 milliards de projets programmés sur la période 2025-2026 et il y a 7 milliards qui seront programmés sur la période 2026-2027. J'ai dit tout à l'heure que le deadline de ce programme, ou la date limite en tout cas, c'est décembre 2027. Il a été imaginé un énorme effort en termes de mobilisation des ressources. La clé de voûte de cette mobilisation des ressources est la maîtrise du train de vie de l'État. Nous allons continuer à exercer le maximum de pression sur les enveloppes destinées au fonctionnement, au profit, bien sûr, des dépenses d'investissement. Et nous allons continuer aussi à espacer les différents projets, les différentes infrastructures et les différentes réalisations dans le cadre de ce programme sur toute la période, de sorte qu'il n'y aura pas une rupture de financement, une pénurie de financement. Donc, du moment où on va marquer le top chrono, c'est-à-dire à partir du moment où son Excellence président de la République donnera le coup d'envoi de ce programme, jusqu'à fin décembre 2027, il y aura un effort continu de mobilisation de ressources au fur et à mesure de l'état d'avancement de chacune des composantes. Et à l'intérieur de chaque composante, il y a 3 phases. Le phasage a été imaginé autour de 3 grandes parties. La première partie, bien sûr, ce sont les projets que vous avez mentionnés tout à l'heure, les projets en cours. La deuxième phase ou la deuxième partie à l'intérieur de chaque composante, ce sont les projets programmés sur les exercices 2025-2026. Et puis arrivera bien sûr le troisième et dernier segment, c'est les projets programmés sur la période 2026-2027. Donc je pense qu'avec un effort de rationalisation des dépenses, avec un effort de priorisation des dépenses ou des crédits d'investissement, avec un effort de meilleure allocation des ressources, à partir de la prochaine loi de finances rectificative, on va être dans la logique financière de mobilisation des ressources de ce programme. Donc, je tiens ici à rassurer tout le monde sur le fait que ce programme
le chantier ayant mené à ce programme, le chantier réflexionnel, a couvert tous les aspects, que ce soit les aspects liés au financement, les aspects liés à la capacité de notre secteur privé à s'acquitter de ses obligations dans le cadre de l'exécution des différents contrats, que ce soit les aspects liés au suivi et à l'évaluation et à l'encadrement, la supervision de différentes composantes. Il y a un comité de suivi et un comité opérationnel, en tout cas de supervision, présidé par son Excellence M. le Premier ministre, et qui contient en son sein tous les ministres concernés par les composantes. Bien sûr, ce comité s'appuie sur un comité technique qui va procéder à l'évaluation quotidienne de l'état d'avancement de chaque composante. Et ce comité technique aussi coordonne avec 11 comités régionaux. Donc, le maillage a été, en termes de gouvernance de ce programme, a été imaginé de sorte que tous les acteurs vont pouvoir contribuer efficacement au développement de l'approche de suivi et de supervision de ce programme. Alors, Monsieur le ministre, parlons de l'éducation. Oui. Parce que nous savons que le volet pédagogique remporte la part du lion de ce programme. Oui. Alors, avec la construction, bien sûr, de 6114 salles de classe et la réhabilitation de 525 salles, oui. Où sont concentrées la plupart des réalisations et suivant quels critères? Où sont concentrées la plupart des réalisations au niveau du secteur, au niveau des infrastructures de la composante éducation et selon quels critères? C'est une question très pertinente. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, il n'y a pas un seul coin de notre pays qui ne recevra pas sa part d'infrastructure dans le cadre de chacune des 8 composantes constituant ce programme. Ça a été imaginé ainsi. Pourquoi? Parce que les composantes sont l'émanation d'une réflexion menée à la base avec les populations et les représentants, avec les autorités, avec les élus. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas un risque de voir un coin de notre pays qui a été oublié ou qui a été exclu de ce programme. Donc c'est un programme qui couvre 11 wilayas, toutes les muqata'a au sein de ces 11 wilayas et toutes les communes constituant ces muqata'a et ces wilayas. Donc ce sont les populations qui ont identifié leurs propres, qui ont exprimé leurs propres besoins. Ce sont les populations qui ont identifié leurs projets. Et c'est l'État aujourd'hui qui vient au chevet de ces populations dans ces régions pour les aider à se doter d'infrastructures capables de porter la croissance et d'amorcer une nouvelle dynamique de développement. Une fois ces composantes où les travaux sont réceptionnés, nous allons plus avoir un problème d'accès à l'eau potable. Une localité se situant par exemple à 60 km de Djigani ou de Birmougrain ou de Kermessein, et on ne va plus avoir un problème d'accès à l'électricité. Donc c'est un programme ambitieux, c'est un programme qui répond à nos besoins d'aujourd'hui et à l'impératif besoin de connecter la programmation au niveau régional avec la programmation nationale. Alors nous ne pouvons pas parler de ce programme sans parler de la jeunesse, bien sûr. Mais bien sûr. Alors, un certain nombre d'actions a été envisagé et quand même envisagé en termes de subventions de prêts, de formation, de financement et de construction d'édifices dédiés à la jeunesse. À combien se chiffre le budget alloué à cette? Alors la composante jeunesse coûtera 9,5 milliards anciens Ouguiya dans le cadre de cette enveloppe globale du programme. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir l'effort qui a été consenti jusqu'ici pour s'occuper de la jeunesse et pour assurer une autonomisation effective de notre jeunesse. Le salut de notre peuple, le salut de notre développement, la garantie de notre développement, c'est l'autonomisation de la jeunesse mauritanienne. La jeunesse mauritanienne constitue à peu près 75% en tout cas de notre population active. Et donc, ce serait aberrant de ne pas s'occuper de cette frange de population qui représente l'espoir et qui va avoir la responsabilité de diriger le pays demain. Et donc, c'est tout à fait normal que son Excellence le Président de la République a placé la jeunesse au cœur de ses priorités lors de l'élection présidentielle de l'année passée. Aujourd'hui, il joint les actes aux paroles.
Et donc, les projets où la composante jeunesse est une composante centrale. Et cette composante va permettre un épanouissement de cette frange de population extrêmement centrale et stratégique pour le développement de notre pays. Alors, Monsieur le ministre, existe-t-il un volet particulier sur ce programme ou de ce programme sur lequel vous voudriez vous appesantir? Alors, si j'ai à dire, à titre de conclusion, je dois saluer cette nouvelle approche. C'est une approche innovante, inédite dans notre processus de programmation. Généralement, l'approche de développement qui a été suivie jusqu'ici, depuis l'indépendance pratiquement, c'était l'approche dite top-down, c'est-à-dire qu'au niveau central, on conçoit des programmes, on les déploie au niveau, à l'intérieur du pays sans que les populations n'aient été associées dans l'identification de ces projets. Aujourd'hui, on passe à une autre approche dite bottom-up, c'est-à-dire on part de la base vers le sommet. Et donc l'État, son intervention s'est limitée jusqu'ici à l'encadrement du programme, son élaboration et bien sûr la disponibilisation entre guillemets des enveloppes financières nécessaires pour le financement de ces opérations. Évidemment, il y a des enjeux et on ne peut pas les occulter et il faut qu'on en parle. Le premier enjeu au niveau de ce programme, c'est l'enjeu de la capacité de notre secteur privé. Mais la bonne nouvelle, c'est que par rapport au programme de Nouakchott qui a été lancé il y a 3 mois par son Excellence président de la République, et par rapport au rythme d'avancement de l'exécution de ces travaux, on ne peut qu'être vraiment content aujourd'hui de voir que nos entreprises du secteur privé commencent à s'acquitter convenablement de leurs obligations. Derrière ça, on sait qu'il y a un travail colossal qui a été fait en termes de suivi, de supervision, mais c'est une bonne nouvelle et c'est une assurance de voir ces entreprises du secteur privé, une fois désignées attributaires des contrats demain dans le cadre de ce programme, pouvoir s'acquitter convenablement et dans les délais des obligations, aussi bien sur le plan qualité des ouvrages que sur le plan respect des délais. D'accord. Alors, permettez-moi, Monsieur le ministre, de saisir l'opportunité de votre présence parmi nous pour vous demander si ce soir vous avez une bonne nouvelle à annoncer au personnel non permanent des organes de presse publique, autrement dit les pigistes, qui attendent avec impatience le recrutement comme le leur a promis son Excellence le Président. C'est un opportunisme légitime. Eh bien, écoutez, je n'ai pas une bonne nouvelle, mais je n'ai pas non plus une mauvaise nouvelle à annoncer aux pigistes. Ce que je sais, c'est que j'ai déjà discuté de cette question avec mon collègue, le ministre de la Culture, et je sais que ses services étaient très avancés sur la prise en charge de cette question. Son Excellence le Président de la République a été déjà, je pense, sollicité et contacté par certains de vos collègues. Je pense qu'on trouvera très rapidement une solution et une solution acceptable à ce problème. On l'espère. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu présent et d'avoir donné des éclaircissements. Alors, nous allons suivre cette édition. Nous allons poursuivre l'édition, justement, 1,1 milliard MRU. C'est le montant consenti par la Chine à notre pays pour financer des projets de développement. L'accord de coopération relatif à ce financement a été signé ce jeudi par le ministre, justement, de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Oulbou, et Tang Zongdong, l'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays. Les détails avec Maïmouna Lo. 1,1 milliard de nouvelles ouguias est le montant de l'accord de coopération économique et technique entre notre pays et la République populaire de Chine. Cette enveloppe est destinée au financement de projets de développement qui seront convenus ultérieurement entre les deux parties. Dans son allocution, le ministre de l'Économie et des Finances, Sid Ahmed Oulbou, a exprimé ses remerciements et sa gratitude au nom du gouvernement et du peuple mauritanien, au gouvernement et peuple chinois pour le niveau et la qualité du soutien que la République populaire de Chine apporte à notre pays dans la mise en place des bases de développement économique et social. De son côté, son Excellence Tang Zongdong, ambassadeur de la République populaire de Chine accrédité en Mauritanie, a déclaré que cet accord s'inscrit dans le cadre des relations de coopération économique et sociale entre les deux pays, renforçant les relations profondément enracinées entre eux. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances aux côtés de responsables du département. On en arrive à présent au point de presse du gouvernement qui a réuni hier autour du ministre de la Culture, des Arts,
de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El-Hussein Ouelmedou, ses collègues de l'économie et des finances, Sid Ahmed Oulbou, et le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire, aux relations avec la société civile, Sid Ahmed Eli Bennan. Sid Ahmed Oulbou a commenté la communication relative au programme prioritaire des généralisations de l'accès aux services nécessaires au développement local, tandis que Sid Ahmed Eli Bennan s'est appesanti sur le projet de décret portant protection des victimes, de leurs familles, des auxiliaires, des justices, des agents infiltrés, des dénonciateurs dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes. Le point avec Bokar Baïlaba. Prenant la parole, le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Oulbou, a déclaré avoir présenté une communication relative au programme d'urgence pour le développement local. D'après le ministre, ce programme sera mis en exécution dans 12 vilayas du pays sur une période de 30 mois pour un montant total de 260 milliards anciennes ouguiya, entièrement financé par l'État mauritanien. Sid Ahmed Oulbou a précisé que ce programme n'est pas un substitut au programme structurel déjà existant, mais qu'il vient souligner la volonté de l'État à matérialiser la résolution des problèmes de développement soulevés par les citoyens eux-mêmes. Et il a indiqué que la méthodologie participative a mis en avant les préoccupations, soulignant le rôle du gouvernement est de leur trouver en priorité des solutions appropriées. Toujours au cours de sa prise de parole, le ministre de l'économie et des finances est revenu sur l'essence du projet de décret qui va consacrer l'amélioration des conditions de travail du personnel du département de l'éducation. Il permet ainsi à ceux qui fournissent des heures supplémentaires de bénéficier d'avantages spéciaux, comme les enseignants des classes de 6e année du fondamental ou encore les inspecteurs, entre autres. Autre intervention devant la presse est celle faite par le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et en relation avec la société civile, Sid Ahmed Eli Bennani, qui a indiqué que le projet de décret qu'il a présenté en Conseil des ministres vise à protéger les victimes, les familles des victimes, les auxiliaires de justice, entre autres, dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains. Il a précisé que ce texte vient enrichir l'arsenal juridique mauritanien et se compose de 21 articles répartis en 4 chapitres. Le premier traite des dispositions générales, le deuxième aborde les procédures de protection, le troisième se rapporte aux mesures d'assistance telles que les soins médicaux et le quatrième chapitre traite des mécanismes de coopération entre l'État et les organismes opérant dans ce domaine. S'agissant de la migration, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El-Hussein Ouelmedou, a réitéré la position de la Mauritanie quant à la migration irrégulière, indiquant que les autorités concernées agissent dans le respect de la dignité humaine et de la loi. Il a ensuite indiqué que les échanges avec les pays voisins sont sains et que toutes les mesures visant à faciliter l'accès au territoire et au séjour sont prises. En réponse à une question sur le dialogue politique annoncé par le président de la République, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le coordinateur désigné pour piloter le dialogue a entamé les consultations et tiendra une conférence de presse la semaine prochaine pour informer l'opinion publique. Ce jeudi était la journée mondiale de l'eau célébrée cette année sous le slogan « Protéger les ressources en eau gelée pour l'avenir ». Chez nous, cette commémoration a été marquée par l'organisation d'un atelier par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a discuté de la situation actuelle de l'eau et l'assainissement et de la sécurisation des besoins futurs en eau. La préservation des glaciers est le thème sur lequel notre pays a célébré, à l'instar de la communauté internationale, la Journée internationale de l'eau. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mokhtar Hande, a souligné que son département organise chaque année des ateliers de sensibilisation à l'eau et à la nutrition à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Il a précisé que l'atelier de cette année est consacré à l'échange d'informations sur l'état de l'eau en Mauritanie et à la stratégie nationale pour un accès durable à l'eau et à l'assainissement. Le secrétaire général a également remercié les ministères, institutions et partenaires techniques et financiers pour leur soutien, appelant à intensifier les efforts en faveur du développement du secteur. L'atelier de cette année comprend 2 sessions. La première porte sur la situation actuelle de l'eau et de l'assainissement, tandis que la seconde est consacrée au thème « Sécuriser les besoins futurs en eau ».
L'actualité marquée également ces jours à Nouakchott par la conférence organisée par l'Association pour la vie de la mère et de l'enfant en situation de handicap ou d'handicap, en coopération avec le ministère de l'Action sociale, de la famille et de l'enfance et de la famille, centrée sur les différents défis auxquels sont confrontés les enfants autistes en Mauritanie. Fatima Tadé. L'objectif est de réunir un groupe d'experts, de chercheurs et de praticiens pour discuter des thèmes les plus importants liés au diagnostic précoce, aux stratégies d'intervention, à l'éducation, à la réadaptation, au soutien aux familles et aux communautés, mais surtout le rôle de la recherche et de la technologie moderne dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes autistes. La rencontre comprend des séminaires sur l'amélioration des soins aux enfants autistes souffrant de déficiences intellectuelles et du diagnostic de l'autisme et sur en plus de la tenue des séances de dialogue sur les troubles du spectre autiste. Première de son genre, cette conférence comprend également l'organisation d'un marché caritatif dirigé par des femmes et des mères d'enfants autistes, comprenant des plans locaux, des vêtements et de l'artisanat traditionnel. À cet effet, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Cheikhna Ali, a expliqué que le trouble autiste n'est pas seulement une question médicale ou éducative, mais plutôt un défi sociétal qui nécessite sensibilisation, compréhension et solidarité pour créer un environnement inclusif qui permet aux personnes autistes d'atteindre pleinement leurs objectifs. Ajoutons que les enfants autistes enregistrés dans les différentes branches du Centre de formation et de promotion sociale des enfants handicapés sont au nombre de 280, dont 60 filles, en plus des centaines d'enfants inscrits dans des centres privés affiliés à des initiatives civiles. Il a noté que tous les enfants concernés bénéficient actuellement de la réadaptation et de l'éducation. Avant de préciser que le nombre d'enfants autistes a frôlé la barre de 1000, en plus des enfants qui n'ont pas encore été enregistrés ou qui n'ont pas encore été diagnostiqués. Cette conférence n'est pas seulement une réunion scientifique, mais plutôt une promesse de l'association, a affirmé de son côté la présidente de l'association El Hayat pour la mère et l'enfant handicapé, Madame Fatimetou Mint El Béchir. Notant qu'elle ne ménagera aucun effort pour sensibiliser, apporter des solutions et ouvrir des portes à chaque enfant qui mérite une chance équitable pour une vie décente. Elle a ajouté que les présentations scientifiques, le marché caritatif et les ateliers organisés pendant la conférence sont des actions qui édifient sur le chemin de l'action commune vers un avenir plus inclusif et plus clément. À noter que l'association El Hayat pour la mère et l'enfant handicapé travaille à la réhabilitation des enfants autistes à travers des programmes éducatifs, la sensibilisation de leurs familles et la mise en place de programmes de formation pour les aider à faire face aux difficultés comportementales de l'enfant. La conférence a vu la participation des représentants des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott-Ouest, de responsables d'associations actives sur le terrain et le groupe parlementaire pour la défense des droits des personnes handicapées. C'est déjà la fin de cette édition. À présent, les rappels des principaux titres. Le président de la République arrive à Dakar pour assister aux festivités commémoratives du 65e anniversaire de l'indépendance nationale du Sénégal. Le Conseil des ministres prend acte de la communication présentée par le ministre de l'Économie et des Finances relative au programme prioritaire de généralisation de l'accès aux services nécessaires au développement local. Notre pays et la Chine signent un accord de coopération économique et technique d'environ 1,1 milliard MRU destiné au financement des projets de développement. Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez avec nous et d'ici là, prenez soin de vous. À demain.